L'accroche, le titan décapité. Après la Seconde Guerre mondiale, la France veut absolument laver l'affront de sa défaite militaire éclair de 1940. L'état-major décide de construire le char le plus lourd et le plus puissant de toute l'Europe de l'Ouest. Ce monstre d'acier, baptisé AMX-50, affiche une silhouette absolument unique et terrifiante sur le champ de bataille. Sa tourelle ne ressemble à rien de connu. Elle donne l'étrange impression que le char a été décapité. Mais cette anomalie mécanique cachait en réalité une invention censée révolutionner la guerre blindée mondiale. Découvrez comment ce titan de plus de 50 tonnes a été vaincu par une simple loi de la physique. Le traumatisme et la menace. Le contexte. Dans les années 50, le grand traumatisme des lourds chars allemands hante encore l'armée de terre française. De plus, la nouvelle menace soviétique déploie les terrifiants chars blindés IS-3 à la lisière de la frontière allemande. Pour affronter ces monstres, les ingénieurs français comprennent qu'ils doivent frapper fort et très lourdement. L'objectif est de créer un véhicule blindé capable d'encaisser les tirs directs tout en détruisant n'importe quel adversaire. C'est le début de la grande course au gigantisme, une philosophie où le poids est le seul synonyme de survie. La France veut redevenir la reine incontestée de l'ingénierie terrestre lourde, quel qu'en soit le prix financier. L'héritage et la transition, la génération précédente. Mais pour respecter la chronologie technique, les ingénieurs ne partent pas totalement d'une page blanche. Juste après la guerre, ils avaient d'abord conçu l'ARL-44, un char de transition robuste mais déjà totalement obsolète. Pour rattraper leur retard technologique, les bureaux d'études étudient minutieusement les chars Panthère allemands capturés. Le programme naît de cette fusion. Il hérite des suspensions complexes et de l'ingénierie motrice d'inspiration germanique. Le premier prototype, l'AMX-M4, pose les grandes bases de cette nouvelle lignée de chars lourds de rupture. L'armée française valide ce saut technologique massif pour effacer définitivement les erreurs doctrinales du passé. La naissance du mastodonte. Le cahier des charges de la bête finale est d'une ambition mécanique et balistique totalement démesurée. Le châssis doit supporter un blindage frontal incliné extrêmement épais, rappelant le nez redoutable du tigre royal. La masse totale de l'engin grimpe rapidement pour atteindre la barre vertigineuse des 55 tonnes d'acier. Pour déplacer cette immense forteresse, il faut y installer un lourd moteur dérivé de l'industrie allemande Maybach. Mais la véritable révolution de ce monstre d'acier ne se trouve pas dans son imposant châssis ou ses chenilles. C'est au sommet de la machine que les ingénieurs français vont concevoir une arme visuellement extraterrestre. L'anomalie visuelle, la tourelle oscillante. L'AMX-50 est équipée d'une innovation radicale appelée la tourelle oscillante, composée de deux pièces distinctes. Au lieu que le canon monte et descende à l'intérieur du blindage, c'est toute la moitié supérieure qui bascule. La partie basse tourne de droite à gauche, tandis que la partie haute, fixée sur deux pivots, s'incline verticalement. Ce mouvement massif et inhabituel donne au char l'apparence effrayante d'un gigantesque insecte mécanique qui hoche la tête. Une lourde toile accordéon relie les deux blocs d'acier pour protéger l'intérieur des poussières et des intempéries. Cette architecture totalement en rupture avec les standards mondiaux n'est absolument pas qu'un simple choix de design. L'arme absolue, le chargeur automatique. La tourelle oscillante a été inventée pour résoudre un problème logistique majeur, le poids accablant des gros obus. Grâce à ce basculement, le canon reste en permanence parfaitement aligné avec l'arrière de la tourelle blindée. Cela permet d'y installer un chargeur automatique complexe, fonctionnant comme le barillet d'un revolver géant mécanisé. Cette ingénierie supprime le soldat chargeur humain, permettant au canon de tirer à une cadence absolument infernale. La MX-50 pouvait vider une rafale d'obus perforants en quelques secondes, tétanisant complètement les équipages adverses. C'était un avantage tactique décisif, une puissance de feu robotisée extrêmement en avance sur son temps. L'escalade du calibre. Face à l'épaississement fulgurant du blindage des chars soviétiques, la France décide d'augmenter la taille de son canon. Le projet passe d'un premier tube de 90 mm à un redoutable calibre de 100 mm. Mais l'état-major en veut encore plus et exige finalement le montage d'un canon colossal de 120 mm. La tourelle oscillante doit donc être massivement redessinée et alourdie pour supporter le recul de cette arme balistique.
Le profil visuel du char devient encore plus démesuré, atteignant le sommet absolu de sa chaîne alimentaire mécanique. Le Titan français semble alors parfaitement paré pour affronter les pires menaces de la redoutable guerre froide. Le fardeau du poids, le moteur. Cependant, le grand cauchemar logistique des chars ultra-lourds rattrape très rapidement les bureaux d'études hexagonaux. Le moteur complexe peine cruellement à propulser ce mastodonte de plus en plus pesant sur des terrains accidentés. La fiabilité mécanique de la lourde transmission s'effondre sous la contrainte des tonnes de métal en mouvement permanent. Les ingénieurs luttent quotidiennement pour empêcher la surchauffe et les nombreuses pannes lors des manœuvres d'essai. De plus, les ponts routiers européens classiques ne sont absolument pas conçus pour supporter un tel poids en opération. L'orgueil de la masse blindée commence à se transformer dangereusement en un véritable boulet stratégique sur le terrain. La course au blindage et l'aveuglement. Pour ne rien arranger, la doctrine militaire de l'époque exige une protection frontale toujours plus impénétrable. Le blindage d'acier du châssis est épaissi à l'extrême, créant un véritable coffre-fort roulant de très haute sécurité. La France construit une carapace massive, persuadée que seule l'épaisseur absolue du métal garantit la victoire finale. L'état-major et les ingénieurs souffrent d'un aveuglement technologique, grisés par la puissance brute de leur création. Ils continuent d'investir des milliards de francs dans ce projet pharaonique, ignorant les signaux d'alarme de la science. Mais c'est dans les laboratoires de balistique étrangers qu'une invention silencieuse va ruiner tout cet effort monumental. La claque scientifique, l'obus hit. Le coup de grâce inattendu ne viendra absolument pas d'un char soviétique plus gros, mais d'une pure réaction chimique. La démocratisation de l'obus à charge creuse, appelé HIT en anglais, bouleverse totalement la philosophie de la guerre. Cette munition révolutionnaire n'utilise pas sa vitesse cinétique ou son poids lourd pour percer le blindage des chars. Elle repose sur la forme d'un cône de cuivre explosif inversé qui concentre toute son immense énergie sur un point précis. Un simple fantassin, caché dans un fossé, équipé d'un petit lance-roquettes, détient soudainement une puissance destructrice terrifiante. L'âge d'or des forteresses d'acier vient d'être pulvérisé par une technologie coûtant seulement quelques dizaines de dollars. La physique de la destruction. La physique de pénétration de la charge creuse est absolument implacable et rend les épais blindages classiques inutiles. Lors de l'impact, l'explosion forme un puissant jet de métal superplastique qui file à plus de 8 km par seconde. Ce dard incandescent perce facilement 30 ou 40 cm d'acier massif comme si c'était du simple beurre chaud. Que le char pèse 20 ou 60 tonnes, le jet incandescent carbonise l'intérieur du véhicule en 1 milliseconde. Les stratèges militaires français réalisent avec un immense effroi que la protection de l'AMX-50 est devenue instantanément obsolète. Il n'y a plus aucune raison logique de construire des chars lourds si un simple fantassin peut les anéantir si facilement. La mort du Goliath français. La violente prise de conscience au sein de l'état-major et du gouvernement français est d'une grande brutalité doctrinale. Toutes les décennies passées à épaissir les lourdes plaques d'acier du géant oscillant n'ont servi absolument à rien. Le projet AMX-50, autrefois la grande fierté de l'ingénierie nationale, est purement et simplement annulé du jour au lendemain. La production en série est stoppée net et les formidables prototypes fonctionnels sont tristement relégués dans les musées. C'est la fin officielle et tragique de la courte ère des chars lourds dans la longue histoire de l'armée de terre française. Goliath vient d'être froidement abattu par la rationalité impitoyable de l'évolution balistique et de l'obus à charge creuse. Le pivot doctrinal, la naissance de l'AMX-30. Cet échec financier et industriel va pourtant forcer la France à concevoir une doctrine terrestre de combat totalement nouvelle. Puisque le blindage lourd est désormais une illusion face aux charges creuses, il faut obligatoirement tout miser sur la vitesse. L'armée française décide que la mobilité extrême, la furtivité tactique et la précision du canon deviendront la seule véritable armure. C'est l'abandon définitif de la curieuse tourelle oscillante
et la naissance officielle du légendaire char de combat moderne AMX-30. Ce nouveau char de bataille sera beaucoup plus léger, abandonnant fièrement les tonnes d'acier inutiles pour la mobilité absolue. Le douloureux sacrifice technologique de la MX-50 était finalement indispensable pour faire naître l'ingénierie blindée contemporaine. La MX-50 restera l'un des véhicules les plus fascinants de l'histoire, un magnifique monstre d'acier terrassé par le progrès scientifique. Si vous exigez des documentaires souverains respectant strictement la vérité technique militaire, abonnez-vous à The Ordnance Archive. Verrouillez fermement votre pouce bleu dès maintenant pour soutenir notre travail de recherche exigeant et déjouer l'algorithme mondial. Le grand débat stratégique est lancé. La France a-t-elle eu totalement raison d'abandonner le blindage lourd avec la MX-30 ou aurait-elle pu sauver le concept de la tourelle oscillante en utilisant des matériaux de protection plus modernes et plus légers? J'attends vos meilleures analyses balistiques et doctrinales dans l'espace commentaire. On en discute immédiatement tout en bas.